Hello, 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 les amis, les amis. Aujourd'hui, nous sommes sur le iApéro Dièse 3, la version spéciale Chat GPT 4, parce que c'est la nouvelle euh, que nous allons discuter tous ensemble. Et donc pour cela, j'ai invité trois personne à discuter avec moi parce que, évidemment, je ne suis pas un spécialiste ni du SEO ni de OpenAI. Donc, nous allons accueillir tout de suite, voilà, Pascal, Pascal Perrin, bonjour. Salut Alors, Laurent. voilà, tu es SEO, non, Six Pixel SEO, hein, je crois, sur Twitter. Ah, attends, que je Le site reprenne. Pixel Web Ouais, sur Twitter. Six Pixel, ouais, voilà, exactement. Hein, Pascal, qui est un habitué des événements. On le voit très souvent dans tous les événements SEO de France. Et nous accueillons également Laurent Jean, hein, connu sous le pseudo de SEO, Jessie SEO Noob, alors qu'il n'est pas du tout noob. Enfin, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce pseudo. Donc Ah, pourquoi c'était gentil. salut, salut, salut. Salut. Alors, ça fait deux Laurent, hein. On a deux Laurent ce soir, hein. Ça va être compliqué Il y pour a se toi parler. et moi, et il y a un Pascal. Et il y a aussi Vincent Terrazi qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Il avait une autre conférence en ligne à faire, donc il m'a dit je serai un petit peu en retard. Donc, pas de souci. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous entendez bien, si tout se passe bien dans le chat? Et puis, eh bien, tout simplement, on va aujourd'hui, ce soir, parler de la sortie de GPT-4, hein. Je pense que c'est la grosse nouvelle de la semaine, hein. C'est sorti il y a 3 jours. Alors, je vais commencer tout simplement une petite table ronde, hein, tout de suite. Écoutez, chacun, soit Laurent, soit Pascal, vous exprimez déjà pour donner un premier ressenti sur la sortie de GPT-4. Laurent, Tu veux tu veux comment? commencer? Allez, Ah bah, vas-y. c'est vraiment en fait la très grosse innovation en fait ils ont un rythme vraiment effréné chez OpenAI. C'est impressionnant parce que il y a à peine 15 jours ils mettaient à disposition l'API ChatGPT et on se disait déjà ouais, c'est une révolution, on va pouvoir réintégrer ça dans les applications, etc. Et le contenu était déjà de meilleure qualité. Mais là, en fait, on passe vraiment à un niveau supérieur des choses que l'on peut faire, quoi. Pour l'instant, en fait, ils ont dévoilé donc le GPT-4. Ils n'ont pas encore mis en ligne en fait, les API pour pouvoir bien les utiliser parce que Exactement. maintenant, ça va être du multimodal. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, on mettait du texte, ils répondaient donc avec du texte. Maintenant, ça va être en plus l'audio, ça va être la vidéo et ça va être aussi les images. Alors, Alors, ça, là, je vous demande juste une première impression très rapide, parce qu'après, on va rentrer dans le détail, effectivement, de toutes les excuse-moi. fonctionnalités de GPT-4. Donc, Pascal, vas-y, un petit rapide Oui, moi, présentation de ton avis de GPT-4, juste comme ça, à l'arrache. de manière très rapide, il est encore un petit peu tôt pour euh, évidemment s'exprimer sur la qualité du contenu. Alors, on a vu passer pas mal de tests sur Twitter. Je pense que c'est des résultats qui vont sortir au fil des jours, hein, et sûrement des semaines, parce que comme d'habitude, il faut être assez inventif pour pouvoir exploiter l'outil de manière assez élaborée. Donc aujourd'hui, si on reste avec les mêmes prompts qu'on a pour du GPT-3 ou du GPT 3.5, on va se retrouver avec des choses assez similaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu tôt encore pour euh, faire des comparaisons vraiment solides et détecter vraiment les améliorations sur la partie texte. Mais effectivement, comme le disait Laurent, la grosse nouveauté, et je pense que c'est là-dessus surtout dont on va discuter de ça, c'est de pouvoir lui envoyer une image, quoi, hein, donc un média. Donc
là-dessus, il y a énormément à dire. Donc, ma première impression, c'est pour moi, la révolution, elle est plus là que Ouais. sur Ouais. Je ce suis qui est tout à fait diffusé. d'accord. Bah, donc, on va discuter de tout ça, hein. Donc, bon, grosso modo, alors, je vous fais juste un tout petit, toute petite pause, juste pour vous dire que, voilà, comment on peut tester déjà GPT-4. Donc, il y a trois solutions. C'est soit vous allez sur ChatGPT, et si vous avez un abonnement plus, vous pouvez tester un petit peu. Donc effectivement, c'est un abonnement à 20 $, mais ça vous permet donc de tester avec cet abonnement plus la version ChatGPT 4. En sachant que moi j'ai testé, je me suis inscrit, voilà, j'ai testé. Je trouve ça un tout petit peu plus lent, un tout petit peu lent quand même à donner les réponses, mais on va en discuter tous ensemble. La deuxième solution, c'est de rejoindre la liste d'attente pour l'API, et ce qui m'intéresse moi le plus en fait, hein, j'attends que Moi ça. aussi. Donc bah, je ne suis pas encore sélectionné, hein, je suis désolé, je ne dois pas assez donner de pognon pour l'instant à OpenAI pour qu'il m'ait sélectionné. Mais bon, on verra. Donc, et puis la troisième possibilité, bah, c'est via Bing, hein, tout simplement, qui permet donc effectivement par son chat GPT d'avoir accès à GPT-4 apparemment, hein. Donc, et puis on a eu cet après-midi à 17 h, je diffuse en direct sur la chaîne, le Microsoft, enfin, comment ça s'appelle, une présentation par Microsoft de comment ils ont implémenté ChatGPT, enfin GPT-4 dans tout leur système Office. Et ça, c'est ultra. Alors, franchement, c'est. Voilà, c'était vraiment de l'auto-promo pour Microsoft, mais c'est un assistant en fait, hein. Vous demandez, par exemple, vous êtes sur Excel et simplement vous tapez sur votre assistant, vas-y, mets-moi toutes les colonnes en jaune, mets-moi, voilà, fais truc. Enfin, voilà, c'est un truc, voilà, c'est un assistant IA qui va être disponible sur Office. Enfin, juste avant qu'on entame le débat, je voulais juste parler des tarifs, hein, parce que ça me paraît un petit peu logique. Bon, bah, les tarifs de GPT-4, GPT-4, il y aura deux euh, algorithmes appelables avec GPT-4, c'est le 8K et le 32K. Simplement, c'est le nombre de tokens que l'on peut conserver. Donc, si on passe sur le 8K, il sera à 0,06 dollars pour 1000 tokens. Il y aura donc effectivement le 32K avec 0,012, donc déjà on double. Bonjour Vincent qui nous rejoint, donc impeccable. Je finis juste sur les tarifs et après on se fait le live tous les quatre ensemble. Et puis donc par rapport à DaVinci 3, eh bien DaVinci 3 était à 0,02. Donc en fait, bah, tout simplement, le tarif il va être multiplié par 3, voire Tu as multiplié par oublié 6. tu as oublié un zéro, Laurent, il me semble. Je crois que c'est 0,002. Non, pas pour DaVinci 3. Ouais. Par contre, pour ChatGPT Turbo, oui, tout à fait. Pour ChatGPT Ah, pardon, Turbo, divisé nous par sommes 10. à 0,002, C'est où ça. là, Ok, ça. effectivement, on passe à effectivement 0,003 les 1000 mots, c'est-à-dire là, on a par rapport à GPT-4 x 30 x 60. Donc déjà, il y a avec GPT-3 Turbo, on a eu effectivement une baisse de tarifs entre DaVinci 3 et GPT-4. Bon, bah, sera donc effectivement de 3 à 6 fois plus cher en fonction de si vous prenez du 8K token ou du 32K token, en sachant que pour l'instant, les DaVinci 3 et GPT-3 Turbo sont limités à 4K. Voilà. Donc on revient très vite sur Zoom, c'était juste un petit aparté. Donc bonjour, je redis bonjour à Pascal, je redis bonjour à Laurent et je redis bonjour à Vincent. Bonjour Vincent. Franchement, Hello. merci, c'est sympa. Et donc voilà, maintenant c'est libre et vous parlez de GPT-4 et puis vos avis, etc. Alors, la grosse nouvelle de GPT-4, effectivement, et on va commencer par ça en fait, hein, c'est le image to texte, hein. C'est simplement, vous passez une image et puis, eh bien, GPT-4 peut la décrire, peut vous faire des imaginations sur cette image, etc. Donc, je vous laisse vous exprimer. Qui vous voulez s'exprimer sur cette première chose. Vincent? Allez, Laurent, Ah, vas-y. moi, je veux bien. Moi, ce que j'aurais dit, la première chose, c'est le nombre de tokens. Mm, Ah oui. Passer de 4000 tokens à 32 000 tokens, voilà. c'est une prouesse technique sans précédent.
Euh, on parle d'un OpenAI, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment tous les 2 jours, ils sont en panne. Et ils multiplient le nombre de tokens. Donc, on sent que les milliards injectés par Microsoft, ça va beaucoup leur servir en termes d'infrastructure. Et après, oui, moi, ce qui m'a bluffé, c'est ce côté où ils utilisent la vision. Alors, ils ont été très honnêtes. Vous avez vu avec qui ils ont travaillé ou pas pour Non, réussir non, à faire vas-y, ça? non, dis-nous. Ils ont travaillé avec une startup qui s'appelle Be My Eyes. Et en fait, c'est une startup à l'origine qui aidait les aveugles à reconnaître les images. Et OpenAI, ils se sont dit, c'est génial parce que nous, notre produit, il peut forcément aider les gens aveugles parce qu'ils vont pouvoir, avec une photo, analyser un menu, analyser des vêtements, etc. Chose qu'on ne savait pas encore faire jusqu'à présent. Et d'un autre côté, ils disent aussi, ça va servir aux voyants parce que nous, on a fortement envie de pouvoir lui donner des business plans, des Excel, des images qu'on a griffonnées sur un bout de papier. Donc, ils ont fait coup double en rendant à la fois service aux voyants et aux non-voyants. Et après, c'est spectaculaire. Attention, on a vu une démo. Dans les démos de ce type de boîte, c'est du cherry picking. C'est-à-dire, ils prennent ce qui marche le mieux. On a vu pendant la démo des gros délais d'attente. Donc, est-ce qu'on va pouvoir jouer avec ça dans quelques semaines ou dans quelques mois? Voilà, j'ai pas vraiment la réponse, mais vraiment à faire très attention à ce qu'on a vu, parce que forcément, ils ont bien testé avant que ça fonctionnait à la perfection. Ouais, Oui, ils sont pas comme Google par contre, hein. Ils testent avant. Petite plaisanterie. Allez, Laurent, vas-y ton avis. ouais, ben, en fait, donc dans les démos qu'ils avaient montrées justement, en fait, avec les images, on voyait comment il s'appelle, Brockman, dessiner sur un papier un design de site, un prototype de site, et à partir de ça, en fait, l'outil GPT-4 permettait en fait de générer carrément en fait le site, en fait, même s'il était basique. Mais on imagine bien qu'après, derrière, en combinant ça avec, en lui demandant en fait, d'utiliser des librairies style Bootstrap ou autre, ben, en fait, on peut avoir un formatage de base qui peut tenir la route. Et après, en fait, avec Midjourney, de créer en fait un design. Et puis après, à partir de ça, d'avoir un prototype vraiment bien avancé, quoi. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que en fait, ça fait gagner du temps, même sur des petites tâches comme ça qui demandaient avant de faire un maquettage, etc. Donc là, on sort du SEO pur et de la génération en fait, de contenu pur parce qu'en fait, ça ouvre d'autres Ouais, perspectives. c'est très intéressant, ça ouvre d'autres possibilités. Par exemple, ils ont fait une image, je sais pas si vous l'avez vu, avec des ballons, et avec des ballons tenus par une ficelle. Et donc, ils ont envoyé ça à GPT-4 et ils ont demandé si on coupe le ballon, qu'est-ce qui se passe? Faire la ficelle. Ben voilà. Oui, On coupe la ficelle, pardon. On coupe la ficelle, ouais, tout à fait. On coupe la Le ficelle ballon est principale, qu'est-ce qui se passe? Et Excel. GPT-4 est tout à fait capable de dire bah, le ballon va s'envoler. Pascal, ton avis là-dessus? Alors, ce que je trouve fou, c'est de pouvoir donner une image en entrée parce que ça ouvre vraiment des perspectives sans limite, en fait, hein. Et par rapport à ça, je trouve que ça va simplifier complètement l'utilisation d'applis avec le téléphone mobile. Pourquoi? Parce que autant quand on est sur notre ordi, on peut faire des copier-coller de texte, c'est facile, on fait ça toute la journée, hein. Par contre, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a montré dans sa démo, c'est que tu prends une photo, en fait, où tu fais un screenshot avec ton téléphone, c'est d'une simplicité énorme, et tu peux uploader, évidemment, soit ton screenshot, soit ta photo, vers une appli qui va faire quelque chose. Et j'allais dire, le quelque chose, en fait, il y a 10 000 possibilités, hein, donc on pourra parler tout à l'heure des applications. Moi, je m'en étais noté quelques-unes, mais il y en a des complètement incroyables. Il y a vraiment des secteurs d'activité qui vont exploser, sur lesquels il va y avoir des marchés incroyables à faire. Enfin, en tout cas, des applications complètement innovantes à lancer. Euh, voilà. Mais je crois que ça va vraiment encore plus propulser le mobile par rapport à ce type d'application. Et c'est pour ça que je disais, j'ai fait quelques tweets où je disais que là on n'est plus du tout dans le simple SEO à faire de la rédaction d'articles, hein. Là, Bien sûr. là, on est, enfin, tous ceux qui vont vouloir se lancer dans ces business-là, il y a des business, mais des trucs beaucoup plus grands à faire. Ah oui, oui, c'est monstrueux. Mm.
Moi, j'aimerais rebondir sur, ils l'ont pas montré, mais la vidéo. L'entraînement est multimodal, c'est-à-dire ils sont capables d'extraire des informations des vidéos. On peut tout à fait imaginer que dans un futur très proche, là, toute notre conversation, il y a une intelligence artificielle qui l'écoute. À la fin, elle fait le résumé. À la fin, elle nous fait des suggestions, des sujets qu'on a oubliés, de ce qu'on devrait travailler pour la prochaine fois. Et ça va être révolutionnaire dans le monde de l'entreprise. L'IA va pouvoir voilà, se greffer à toutes les réunions et les comprendre. Mm. Bah, ça, c'est justement, c'était ce qui est le point de tout à l'heure de la conf de Microsoft. En réalité, ils ont montré tout ça. L'intégration de ChatGPT, Mm. pas de ChatGPT, excusez-moi, de GPT-4 en fait dans Teams. Et en fait, du coup, il va prendre donc dans la réunion, il va faire un compte rendu de la réunion et même il va pouvoir dire quels étaient les éléments qui étaient importants en fait, qui ont été dits et d'en faire un résumé. Qui peut être envoyé après à tous les collaborateurs. Et puis, par rapport à ça, de dire quelles sont les prochaines actions à faire, faire une listing des tâches pour chacun. Et vraiment, en fait, ils ont montré vraiment tout ce qui manquait. Que depuis le début, on dit sur GPT-4 qu'en fait, il n'est pas connecté aux données. Et c'est vraiment en fait un problème parce que du coup, l'hallucination qu'il a, c'est parce qu'en fait, il n'a pas assez de contexte. Et là, lorsqu'on lui donne des contextes qui sont complètement en fait les données de l'entreprise, là, GPT-4, il est capable en fait de produire du meilleur contenu. Puisqu'en fait, pour faire des résumés, tout ce qui va être de la création de contenu à partir des données, comme tu disais, par exemple, Excel, ils ont montré l'utilisation de GPT-4. Donc, leur outil, ça s'appelle Copilot. Hein. Mm. Je crois qu'ils ont fait pareil que Exactement, pour comme GitHub, GitHub. Copilot Avec, pour faire le code. mm. Et c'est vraiment ça, c'est en fait d'avoir un assistant. Donc, du coup, tu prends un fichier Excel, par exemple, si on prend dans le cadre de SEO, on va faire donc extraire à partir des outils les mots-clés, etc., de savoir leur volume, etc. Et quelles sont les pages, en fait, sur lequel en fait les concurrents se positionnent. Et à partir de là, ce tableau-là, en fait, on va dire, tiens, en fait, je voudrais me positionner sur telle expression et de lui demander de recréer un tableau dans lequel il va nous mettre que les informations qui sont Mm. pertinentes pour l'expression qu'on lui demande. Et ça, je trouve que c'est vraiment en fait un gain de temps parce que du coup, avant, ça demandait quand même une technicité pour pouvoir analyser un Mm. tableau et pour pouvoir en sortir des choses actionnables. Et là, en fait, on peut carrément lui demander, quoi. Et puis simplement en langage naturel, c'est ça qui est formidable, quoi. Oui, Nous, Ouais, ça se dit. Pascal. oui, alors effectivement, ce dont tu parlais, Jessie, c'est l'intégration de l'IA dans tous les outils Microsoft. Du coup, moi, je me pose une question sur la partie marché de tous les outils Google. Parce que c'est vrai que Office est resté dans les entreprises depuis un certain nombre d'années par habitude, hein, j'allais dire. C'est pas tellement euh, c'est pas parce que les applis sont extraordinaires. Hein, on fait des choses tout aussi bien, voire mieux avec Google Docs ou Google Sheets ou Slides. Mm. Et je pense que là, Microsoft revient dans la partie avec sa suite. Hein, et je pense que au-delà même du moteur de recherche, de Google, de Bing, etc., et de ces marchés, je pense que là, il y a une part de marché à prendre pour Microsoft et revenir dans le game sur les suites bureautiques, quoi. Donc, Oui, là, ils étaient vraiment en fait sur l'axe de la productivité. Là où en fait, Google aussi, puisqu'ils ont présenté il y a quelques jours aussi leur outil, en fait, l'intégration de GPT Workspace. dans Workspace. En réalité, ils sont dans le même, comment dire, euh, dans la même gamme de services, on va dire, aux entreprises. Mais là, en fait, là où Google a fait des démos, j'ai l'impression qu'en fait, elles ont été moins convaincantes que celles Mm. que vient de faire Microsoft. Surtout que l'intégration qu'ils en ont fait, elle est vraiment bien intégrée au Mm. niveau de l'UX sur l'ensemble en fait, de leurs outils, quoi. Moi, ce qui me gêne avec Google, c'est que pour l'instant, il y a des démos, mais il n'y a rien de public.
Ça, c'est quelque chose. Il y Ils a sont en rien. retard, ils sont en retard, Ah Laurent. bah, oui, tout à fait. Mais ils sont vraiment en retard parce qu'ils présentent des trucs. Voilà. Alors déjà, ils se plantent complètement sur leur démo, mais en plus, il n'y a rien d'accessible, il n'y a rien de fait. Contrairement à voilà, Microsoft Bing, bah là, c'est déjà accessible. Voilà, vous allez voilà. Et Google, on a l'impression que c'est que du comme Facebook hein, d'ailleurs, c'est exactement pareil hein, sur l'intelligence artificielle. Ils ne font que parler de choses éphémères. Ils Vincent, réagissent. Ils réagissent. Pour rebondir sur Google, hier, incroyable, ou c'était avant-hier, ils communiquent sur l'ouverture de la PayPal. Derrière, on n'a pas accès à la documentation. Derrière, on apprend que c'est une waiting list qui en plus est privée. Et c'est hallucinant, mais ils ont juste réagi au fait que personne ne s'attendait à ça. Pour une fois, ça n'a pas trop fuité. On avait une forte idée que c'était cette semaine, mais on ne savait pas quand. Et ils font que réagir. Le problème, c'est qu'à la bourse, ça se voit. L'action, elle décote. L'action Microsoft, elle augmente. Le problème aussi, c'est que Bing n'a jamais eu autant d'utilisateurs depuis sa création. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils vont être obligés de sortir leurs produits. Moi, je suis l'un des premiers à avoir envie de les tester parce qu'ils sont annoncés comme plus performants que GPT 3.5. Alors, on ne sait pas maintenant, on ne sait même plus où ils se situent par rapport à un GPT 4. Et à l'heure actuelle, maintenant, la bataille, elle est dans les évaluations, les benchmarks de toutes ces technos. Il y en a tellement sur le marché que je pense qu'à l'heure actuelle, personne n'est capable de dire quelle est la meilleure techno dans le domaine de la génération de texte. Oui, mais par contre, la plus accessible, évidemment, c'est OpenAI, quoi. bah voilà, Ça, c'était c'est le la truc, seule c'est qui est que dispo, hein. aujourd'hui, t'es développeur, tu veux faire une application, qu'est-ce que tu as comme choix? Bah, OpenAI, point. Moi, j'en vois pas d'autres. Hein, Tu as des solutions open source. Oui, Ouais, il y a des solutions open source, mais il faut les développer sur ses oui, propres serveurs. Voilà, c'est plus compliqué. Exactement. Euh, C'est moins accessible. Moi, j'aimerais juste revenir sur un aspect qu'on oublie très souvent, c'est l'aspect sécurité. Quand vous discutez avec ChatGPT ou maintenant les produits Microsoft, toutes les données, elles transitent sur des serveurs américains. Et ça veut dire que potentiellement, à travers les images, ils vont récupérer des business plans, des données médicales, etc. Et là, je pense qu'il va y avoir une véritable défiance. On a vu GDPR, ce que ça donnait, mais bientôt, on va s'intéresser à où vont ces flux de données, Mm. comment ils sont analysés, comment ils sont stockés. On n'a aucune communication là-dessus. Et c'est vrai que c'est une super technologie, mais là, je sens qu'il manque beaucoup de lois pour encadrer ce type de techno qui vient de sortir. Mais ça va clairement arriver. Mais comme quelqu'un disait, à chaque fois, les startups américaines, ils créent le produit et ils s'occupent des produits, des problèmes juridiques après, quoi. Ok. Voilà. oui, mais complètement, parce qu'en fait, mais je pense que aussi c'est une des parties de ce que vend Microsoft. Donc, il y a la partie, on met à disposition ben, des outils. Et après, en fait, à côté de ça, on vend des serveurs Azure avec dedans intégrés Mm. les OpenAI. Et en fait, pour pouvoir garantir que les données, parce que donc, pour rappeler ce que c'est que GPT-4, en fait, c'est euh, comment dire, c'est une base de connaissances qui est pré-entraînée. En gros, en fait, les données des entreprises qui sont fournies maintenant, parce qu'à un moment donné, ce n'était pas le cas sur ChatGPT, ils pouvaient récupérer des informations et s'en servir pour pouvoir entraîner leur modèle. Euh, mais là, donc, du coup, du fait que ce soit des modèles pré-entraînés et que les données en fait, que l'on va dans nos outils, donc les fichiers Excel, etc., normalement, ces infos-là, elles ne devraient pas remonter au niveau des US et les Euh, données quand- qui ouais. sont générées Mm. devraient être sauvegardées dans des data centers européens. En Pour, tout cas, ça va être la réglementation, je ouais. pense. Pour confirmer ce que tu dis, hein, quand tu regardes maintenant les conditions générales d'OpenAI, les données que tu rentres ne sont plus utilisées pour l'entraînement. C'est ce qui est Ok. indiqué. Hein. C'est ce qui est indiqué. Le, Après, le- le- le truc, c'est que je me demande, parce que justement, j'ai pas trouvé cette précision. Ils en ont parlé pour Chat GPT, mais par contre, ils en ont pas parlé pour GPT-4. ah non, ouais, pour De GPT-4 peut-être un manière- peu trop récent. Ouais. Euh, mais ah, mais c'est une question, hein, vraiment. Tout à En fait, fait, absolument. Mm. Et après, il y a encore, donc là, on a parlé des données. Après, il y a sur l'algorithme en lui-même, où vous allez être d'accord avec moi, GPT-4, donc c'est plus qu'une boîte noire.
parce qu'ils n'ont pas vraiment communiqué sur le nombre de paramètres, ils n'ont pas communiqué sur quelles données ils l'ont entraîné. On a vu, c'est pour ça que je me suis amusé à générer du ch'ti, qu'ils l'ont forcément entraîné sur des jeux de données qui dépassent nos espérances, parce qu'à l'heure actuelle, je ne connais aucun site internet qui est écrit complètement en ch'ti. Et ça fait peur parce que ça rappelle le procès qui a lieu en ce moment avec Stable Diffusion, où sur la version 1.5, ils l'ont entraîné sur toutes les images, peu importe si c'était libre ou pas. Et là, j'ai l'impression que le GPT-4 a été entraîné sur des données privées et dont ils n'avaient pas forcément l'autorisation. J'ai pu faire des tests et voir des choses sortir où il n'y a absolument rien sur Internet. Donc, ça vient de livres, de physique ou de chimie Mm. qui sont publiés. Et là, c'est pareil. Alors, Protégé. comme tu dis, Laurent, le juridique après, mais il va y avoir des grosses Mm. questions sur Ben, comment ils ont créé le jeu d'entraînement. D'ailleurs, quand tu regardes la présentation de GPT-4, ils te mettent qu'ils ont entraîné le modèle sur des données dont certaines dont ils ont les droits. Hmm. Je trouvais ça surprenant. Ça veut dire qu'il y en a certaines qui n'ont pas les droits, quoi. C'est ça. Non, mais la phrase, elle est vraiment incroyable, quoi. Et c'est clairement dans leur doc. Ah ouais, s'ils ont fait du scrap, parce qu'en fait, il y a toute une. Donc, dans ce qu'ils disent qu'il y a dans la base d'entraînement, le premier des choses, c'était les Wikipédia, mais après, en réalité, ils ont dû récupérer pas mal de Si, bouquins si. qui devaient être. Qui, en fait, sont copyrightés, on va dire. Mais par contre, s'ils sont partagés en PDF quelque part, etc., et que eux, en fait, du coup, dans leur scrap, ils ont eu accès, ça fait partie, en fait, de ce dataset. Et c'est pour ça, en fait, qu'à mon avis, ils ne vont pas communiquer dessus. En réalité, la question à se poser, ce n'est pas forcément de se dire de quoi, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, en réalité. Si tu te disais que le bien de l'humanité, en réalité, c'est d'avoir la base de connaissances la plus complète de tout ce qui peut exister. Et, euh, et en fait, le danger, il est plutôt sur la sortie. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, j'ai déjà sorti, je pense, la référence ailleurs, mais en fait, tu prends un marteau, c'est un outil, d'accord? Avec ça, tu vas planter des clous. Ça ne va pas empêcher quelqu'un de prendre le marteau et de casser la tête à quelqu'un, tu vois? C'est l'usage, en réalité, qui est plus problématique que de savoir les données d'où est-ce qu'elles proviennent, parce que ça a permis, en fait, justement, de pouvoir faire des avancées sur le traitement du langage, parce que vraiment, en fait, les LLM, le large langage modèle, ça a été fait pour ça, c'est pour pouvoir, en fait, traduire d'une langue à l'autre à la base, enfin, d'après ce que moi j'en ai compris. Et du coup, là, ce qu'ils annoncent sur GPT-4, c'est que ça permet aussi de faire beaucoup plus de langues. Alors, moi, en fait, enfin, j'en reparlerai peut-être dans une conf bientôt, mais le même constat que tu as fait, c'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre des langues qui, je ne sais pas, le provençal que GPT Québec. 3.5 ne connaissait pas, et sur GPT-4, en fait, il va connaître des expressions marseillaises. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des informations supplémentaires qu'ils ont récupérées entre-temps et qu'ils ont entraînées. En fait. C'est certain, mais en tout cas, ça doit être fait dans le respect du droit d'auteur, parce que Ah, c'est plein complètement. de personnes qui sont complètement voilà, Ouais, plagiées qui ont travaillé. sans même le savoir, et ça ressemble à ce qui s'est passé avec Stable Diffusion. En tout cas, on voit que voilà, avec l'argent de Microsoft, ils ont des moyens incroyables. Il faut savoir qu'ils n'ont pas communiqué non plus. GPT-3, il y a 2 ans, ça avait coûté 5 millions de dollars. Là, je pense qu'on ne sait pas, mais on peut faire x10, x100, vu le nombre de données qu'ils ont mis dans le modèle, en sachant que c'est toutes les images, toutes les vidéos et tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, ça commence à. Concernant le modèle boîte noire, moi, ce que je voulais dire, c'est que, OK, bon, ils l'ont entraîné d'une certaine façon, mais peut-être qu'une entreprise aura besoin de l'entraîner d'une autre façon. Et surtout, dans leur modèle, ils ont mis ce qu'on appelle la neutralité. Ça veut dire que GPT-4, si vous amusez à le tester, normalement, il n'y a ni de droite Ouais, ni de il essaie. gauche. Ouais. Ils essaient d'avoir quelque chose de neutre et qui peut entraîner justement de l'hallucination parce que des fois, l'IA, elle ne sait pas du tout se positionner. Ou alors, il faut lui mentionner là, tu es quelqu'un de droite ou là, tu es quelqu'un de gauche. Comment tu te positionnes sur tel sujet? Et ça, je trouve que c'est relativement limitant d'avoir une IA, entre guillemets, neutralisée. Donc là, j'aimerais bien aussi avoir votre avis là-dessus. Ouais, mais t'es un peu obligé de faire une IA neutre.
comment tu veux faire une IA qui soit orientée? Ou Moi, alors, je veux une IA sur mesure en ouais, fonction eh ben, de ce que je ou dois alors, faire. voilà, il faudrait mettre dans le, on aura le système, hein, puisqu'on a ce qu'on parle, mais on a aussi le système qu'on peut mettre au départ. Donc on pourrait très bien mettre au départ, tuer un gauchiste écolo. Voilà. Ah oui, Ah, Ouais, exactement, ouais, mais c'est voilà, peut-être et en fait. ça serait intéressant ça. de Mais toute c'est ce façon, qu'ils ont c'est introduit toujours avec pareil. GPT, en fait. Donc, l'API ChatGPT, elle introduit la notion de Système. rôle. Qu'on peut Mm, mettre un ça. système, en fait, pour pouvoir lui dire, bon, ben voilà, en fait, tu vas te comporter comme si tu étais un assistant SEO, par exemple, ou n'importe quoi. Et là, du coup, en fait, il va rentrer dans ce personnage. Mais par contre, si on avait quelque chose qui était, comment dire, euh, tous les bouquins qu'ils ont récupérés en réalité, tu vas avoir des choses qui sont vraies et tu vas avoir aussi des choses qui sont complotistes. Mais tu peux pas empêcher une personne d'avoir la même pensée enfin, d'avoir une pensée unique. Tu es obligé quand même de laisser le champ pour que les informations puissent être tirées d'un côté ou d'un autre. Mais par contre, tu vas aussi avoir des obligations légales. Quelqu'un qui cherche, et je crois que ça fait partie de la démo et des explications qu'ils ont données dans GPT-4 avant sur les entraînements je crois, lorsqu'ils ont commencé. Par exemple, on pouvait lui demander comment on construit une bombe. Ouais, c'est plus possible. Là, du coup, ils pouvaient répondre. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un filtre pour Mm. que ça puisse pas arriver. Ah, En tout cas, que ça puisse arriver le ouais. moins possible. Il y avait déjà un filtre en fait, mais là il est Oui. beaucoup plus pertinent en fait. Donc lui il répond carrément, effectivement, je ne peux pas te donner cette réponse. Voilà. Mais c'est pour ça, en fait, que je pense qu'ils ont mis ChatGPT en gratuit. C'est pour pouvoir, en fait, avoir un retour Mm. de beaucoup, de plus de demandes, en fait, des gens et de pouvoir identifier qu'est-ce qui pouvait être complètement hors éthique. Et c'est là, en fait, où il y a un souci aujourd'hui. C'est que, en fait, ça a été enregistré sur plein de choses. Et du coup, il y a des choses qui ne sont pas éthiques sur lequel on va parler de nazisme, etc. Et qui peuvent ressortir tel quel, quoi. Et c'est vraiment en fait l'orientation du rédacteur qui va permettre d'orienter. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait certains filtres qui soient déjà de base avant de sortir le contenu, quoi. C'est une très bonne remarque et hier, personne l'a vu, ou alors c'est parce que c'est très technique. Ils ont open sourcé leur framework d'évaluation et ils ont même indiqué que les personnes qui les aidaient La priorité sur auraient en les priorité accès à GPT-4. Oui, avec les vagues. Les frameworks d'évaluation, j'ai regardé, c'est juste une pépite dans la capacité d'évaluer les LLM parce que, en gros, on lui soumet ce que nous, en tant qu'humains, on attend. On génère avec GPT 3.5 et on montre les différences. Et en fait, ça leur permet d'ajuster leur intelligence artificielle. Et ça, je pense que ça va être utilisé maintenant par tous les projets open source, tellement que c'est bien fait. Et on montre que maintenant, leur objectif, c'est de gagner en qualité et qu'avec GPT-4, ils n'ont pas encore atteint, tout le monde trouve ça extraordinaire, mais je pense qu'il y a encore pas mal de marches qui peuvent être franchies avant vraiment de trouver ça extraordinaire. Oui, en fait, le système qu'ils ont mis en place, c'est d'abord on récupère beaucoup de données et C'est puis ça. après, en fait, on les trie. Et je pense qu'on pourrait, parce que là, il y a déjà des sujets de réglementation de l'AI qui commencent à émerger au niveau de l'Europe, etc. Et moi, je pense en fait que c'est trop tôt parce que il faut d'abord qu'ils fassent déjà ce tri-là sur la manière en fait justement de trouver des outils pour pouvoir trier plus facilement tout ce qui peut être pas éthique, tout ce qui peut être des biais, avant de réglementer en disant bon ben en fait euh, maintenant à chaque fois qu'on met en place un LLM, il faut qu'il y ait ces jalons-là qui doivent être traités avant Et de sortir. Ah oui, mais complètement, mais pour moi, en fait,
Oui, Non, la mais RGPD, le problème, typiquement, c'est quelque chose la RGPD, c'est quelque chose qui arrivait bien après tracking massif d'analytics, Mm. typiquement, ou de tout autre cookie, quoi. Donc Mm. là, je pense qu'il va falloir, en fait, sûrement quelques années avant qu'il y ait des lois qui commencent à arriver sur ces sujets. Mm. et je pense que par contre, sur ce sujet-là, l'Europe, il commence à aller un petit peu vite, en fait. Et ils ont commencé à avoir, à sortir, comment ça s'appelle, des guidelines. Mais pour moi, en fait, ils vont réglementer assez vite. Déjà, comme tu le disais par rapport au RGPD, donc en fait, même les histoires les LLM, où est-ce qu'elles se trouvent, et les outils que tu utilises, où est-ce qu'ils se trouvent, ils sont aux US. Donc, Mm. si à un moment donné, on se dit, ben, en fait, tu n'as pas le droit juste de traquer une adresse IP. C'est ça. Alors, imagine en fait toutes les données que tu peux avoir de ton entreprise, Tu que tu racontes ta vie sur ChatGPT, quoi. ouais, voilà, tu vas mettre dans ChatGPT, où est-ce qu'elle est traitée la donnée? Elle n'est pas traitée en France, hein. Et Ah, comme on disait, en ouais. fait, il y a une grosse infrastructure. Les serveurs qu'ils mettent à disposition donc, d'OpenAI, ils sont aux US. Donc, à un Ah, moment donné, s'ils disent, bon, ben voilà, ben, regardez, nous, au niveau de la data, on ne veut pas que ça sorte d'Europe. Ben, demain, en fait, ils peuvent dire, ben, non, en réalité, ChatGPT et GPT-4, c'est interdit en France mm. ou en Europe. Bah, après TikTok, voilà quoi. Avant de s'occuper de ChatGPT et d'IA, Ouais, il faudra peut-être qu'il s'occupe de TikTok, quoi. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas communiqué, c'est sur la mise à jour du modèle. Est-ce qu'ils vont le mettre à jour une fois par mois, une fois par Mm. semaine? Ça, on n'en sait rien. Là où leurs concurrents sont beaucoup plus transparents sur les mises à jour de modèles. Et c'est vrai que c'est hyper important parce qu'ils nous disent, voilà, on lui a fait passer les examens du barreau aux États-Unis, des examens de médecine, il a un grade A quasiment partout. Donc, c'est-à-dire que depuis hier, en France, on a accès à des experts dans tous les domaines qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour quelques centimes d'euros. Et je pense que là, les startups vont s'y intéresser de près, mais il y a un énorme problème. C'est que est-ce qu'on va attendre 6 mois d'avoir un rendez-vous chez le médecin ou d'avoir un conseil d'un avocat spécialisé, ou est-ce qu'on va demander à ChatGPT? Et il va forcément avoir des législations parce que qui est responsable de ce contenu qui est généré et qui est peut-être faux et qui est peut-être pas à jour? Mm. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que tu ne peux pas avoir le rendez-vous chez ton spécialiste ou ton avocat dans les 3 jours. Souvent, il faut attendre 3 mois, 6 mois. Hmm. On est Ouais, mais d'accord. non, mais ce qui veut dire, c'est que du coup, en fait, ça pourrait inciter les gens à faire de l'automédication. Mm. C'est-à-dire, tiens, en fait, Mm. j'ai ça comme symptôme, Mm. je rentre le truc, lui il va me dire, bah voilà, bah, tu vas Mm. prendre une aspirine, et Mm. en réalité, Non, mais euh, là, c'est très dangereux hein, sur la oui, non, médecine. mais, Là. c'est un truc dangereux, mais en Mm. fait, moi, à chaque fois, je le répète, c'est que, en fait, tous ces outils, ce sont des outils. Mm. Ça n'empêche pas que derrière, il faut que ce soit Mm. quand même supervisé par des experts. Mm. Quel que soit le contenu qui sort, il faut aussi que ce soit supervisé, parce qu'en fait, c'est très facile de pouvoir demander quelque chose à ChatGPT ou GPT-4 qui nous sortent un contenu et de prendre le contenu, le publier comme ça et que les gens en fait vont lire. Mm. Et si en fait tu as un site de news, bah, imagine que n'importe quel quoi que tu fais, ça va sortir dans les 5 minutes sur Google et que l'information elle va être prise comme ça pour les gens comme si c'était une vérité absolue, Ouais, alors que pas du tout. ouais, tout à fait. Et tu peux même mettre un nom, machin, est un pédophile. T'envoies ça sur ChatGPT, il va te sortir un article. Ah, complètement. Elle va te sortir l'article, tu mets ça en ligne. Et voilà, et ça peut être voilà, totalement dangereux, quoi. Même si la personne n'a rien fait, quoi. Oui, c'est ça, c'est que nous, en fait, on voit l'aspect positif, en fait, Mm. des choses, de ce qu'on peut faire. Donc, et on a vu tout à l'heure, donc, que ce soit pour le SEO ou pour la productivité, donc, Mm. à l'intérieur des outils Microsoft, mais lorsqu'on commence à se pencher sur la cybersécurité, la, euh, j'avais fait un article dessus parce que je bossais pour un data center, et en fait, la faille se trouve entre la chaise et l'ordinateur. Bah, comme toujours. Voilà. Et là, en fait, le truc qui va être sur lequel en fait il va falloir faire beaucoup attention. Je crois que j'avais dit ça, c'était le 1er décembre lorsqu'ils ont commencé à sortir ChatGPT. Je disais à partir d'aujourd'hui,
il sera plus possible de savoir si une information est vraie ou pas. Que ce soit du texte, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'audio, de l'image, parce que en fait, avec tous ces outils-là, de la même manière qu'on produit des choses qui sont euh, qui vont faire avancer la société, ben les hackers, eux, ils vont passer à un niveau vraiment supérieur. Parce que, enfin, je ne vais pas plus détailler, mais ça a déjà été fait et je pense que ça va empirer en fait. Bah, c'est quelque chose de voilà, l'IA répond à tout ou pas à tout. C'est vraiment quelque chose. Il va falloir. De toute façon, il faut bien comprendre que l'usage d'un outil, je sais pas, moi, comment ça s'appelle, les agriculteurs qui avaient un tracteur, s'ils prennent le tracteur et puis qu'ils foncent sur le champ d'à côté ou une ligne haute tension, bah, ils en sont responsables. Oui, complètement. Oui, c'est Euh, pour le meilleur Et et pour le là, pire, en fait, hein. C'est hum, ça. hum. pardon. Pascal, vas-y. Non, je disais, c'est pour le meilleur et pour le pire, en fait. Bah oui. C'est ça le truc. C'est tellement excitant. Et je pense que si on est là, c'est parce que on trouve ça très excitant, toutes ces technos et toutes ces innovations. Et en même temps, en effet, toute cette partie un peu sombre, un peu dark des possibilités de ces technologies, elles vont devoir être complètement encadrées, quoi. On est d'accord, mais d'un autre côté, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a un paradoxe? Hier, j'ai vu le pricing de l'API Google Palm, donc qui est annoncé comme aussi performante que GPT-4, 1 million de caractères, 1 $. Ah ouais. Et ouais, Et quand Google annonce ça, et c'est les gars qui se plaignent du spam et qui essayent de détecter et de pénaliser des sites, Ah et oui, ils vont vendre une technologie, 1 million de caractères, 1 $. Ouais. Mais c'est de la folie. Et qui va passer du temps à écrire du contenu là où l'IA est en C'est pas un mode cas, ça ultra fait. low cost. Et pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'histoire du watermark, il n'y a plus personne qui en parle, hein. Il Ah y a non, eu mais Non. OpenAI qui a fait quelque chose, mais là, que ce soit Meta, Google ou Microsoft, c'est plus un souci pour eux, hein. mais non, je pense que c'est difficile en fait parce que du coup, il faut créer les watermarks à l'intérieur des contenus qui sont produits et derrière, en fait, ce qu'il faut aussi comme outil pour les détecter, comme tu disais, en fait, c'est beaucoup de calculs. Et là, du coup, comme ils ouvrent de plus en plus des portes, parce que là, du coup, on est passé des GPT-3 avec le chat GPT, plus le GPT, plus le GPT-4, ben, du coup, en fait, en termes de calcul, c'est quand même assez costaud, quoi. Et du coup, pour rebondir par rapport à Palm, c'est vrai qu'en fait, je crois que c'était plus de 500 billions de paramètres qu'il a par rapport à GPT-3 qui lui en faisait 175. Et donc, moi, lorsque j'avais fait ma conf au Summer Camp à Aix, je commençais à parler de Palm. Et je crois que c'était Glam en fait qui permettait, enfin, d'après ce que j'avais compris, qui permettait d'entraîner ce fameux Palm. C'est-à-dire que du coup, Google, il allait chercher des informations qui étaient les plus, comment dire, les mieux sourcées et les plus qualitatives. C'est-à-dire, par exemple, tous les centres de recherche sur des sujets pour pouvoir, au lieu de nous s'en servir, je pense c'est je pense ce qui va arriver sur leur search, plutôt que de nous servir des sites qui va trouver avec Googlebot, il va d'abord aller chercher dans ces informations qu'il a qui sont expertes. D'ailleurs, il parlait de mixture of experts. Donc, lorsqu'en fait tu fais une requête, il va aller chercher le data center où l'information est la plus qualifiée. Par exemple, si je parle de cancer, de comment guérir le cancer, il va peut-être aller d'abord se connecter à un centre de recherche sur le cancer avant d'aller sur les résultats qui ont été faits par un blog. Je connais quelqu'un qui a eu le cancer et voilà comment il s'est guéri avec de l'eau et du sucre. Voilà. Mais oui, au niveau de Palm, je pense qu'ils doivent avoir les billes pour faire quelque chose en face de GPT-3. Par contre, moi, ce que je me pose aussi comme question, c'est de savoir si, en réalité, parce qu'on parle de plus en plus de la grosseur des modèles, et par exemple, NVIDIA, donc avec comment il s'appelle
pas Cybertron, enfin, un truc comme ça, ben, il a la plus grosse base de connaissances, mais est-ce que avoir autant de paramètres, finalement, sur la qualité de ce que l'on en sort, ça a un impact? Parce que on entend parler aussi d'un projet qui a été fait entre une centaine de chercheurs dans le monde pour faire une LLM open source, c'est Bloom qui est sur GameFace, mais je ne suis pas arrivé à sortir. Pourtant, elle a la même capacité que GPT-3. Je n'ai pas réussi à sortir de contenu avec ça, quoi. Je ne sais pas si toi tu as testé, Et qu'est-ce que tu en moi, penses par rapport. j'ai testé beaucoup de choses et là, je peux pas dire ce que j'ai testé parce que c'est confidentiel, mais je peux vous donner des chiffres publics. C'est que par exemple, Meta a sorti Llama et la version 13B, la version 13 milliards, c'est un équivalent de GPT-3. Donc ça montre que le nombre de paramètres, c'est pas ça le plus important. Le plus important, encore une fois, c'est les algorithmes qu'il y a à l'intérieur et comment c'est entraîné. Le C'est ça qui dataset. fait. Et pourquoi c'est évident, pourquoi GPT-4 n'a pas communiqué sur son nombre de paramètres? Bah, parce qu'ils sont peut-être et même sûrement inférieurs à leurs concurrents et ils ont peur qu'on dise ah bah s'ils ont moins de paramètres, ils sont moins performants. Alors que c'est pas forcément vrai. Non, c'est pas vrai. Ou alors ils ont peur que s'ils annoncent un chiffre, que tout de suite Meta ou Google annonce un chiffre bien supérieur. Donc c'est Bah, pour ça qu'il faut d'ailleurs, être en fait, extrêmement prudent. c'est pour ça que Meta, du coup, en fait, ils avaient lâché une version de leur, de leur modèle. C'était OPT 175. Et en fait, il Mm. s'appelle OPT 175 parce que c'était exactement en fait, le nombre de paramètres de GPT-3, quoi. Exactement. Parce qu'il est déjà 18h48. J'aurais votre avis aussi. Est-ce que certains d'entre vous ont accès à l'API? Est-ce que certains d'entre vous ont testé via ChatGPT+, GPT-4? Ah, GPT-4, je pense que déjà, j'ai vu pas mal de choses de Vincent. Il s'est beaucoup amusé. Et c'est vrai que Moi, j'ai Fait passé comme- En fait, je reviens du Canada, donc j'avais le décalage horaire. Et je pense que j'ai passé ma nuit complète sur GPT-4. La seule limite, hélas, c'est qu'on est limité à 100 requêtes Mm. par jour. Donc moi, j'ai fait les 100, mais j'avais bien préparé mes tests Il pour faut attendre 4 heures, en fait. des choses très précises que j'avais une forte. Je connaissais tous les défauts de GPT-3 et j'ai envie de voir les améliorations. Donc, si vous voulez, je pourrais vous lister tout ce que j'ai testé, mais c'est hallucinant. Dans mes tweets, j'ai mis que la moitié de ce que j'ai pu tester. Parce que par exemple, moi j'ai pris l'abonnement à GPT+, justement pour avoir accès à GPT-4, alors que je n'avais pas GPT+. Et là où je suis un petit peu frustré, c'est par rapport à la démo que fait OpenAI sur le Playground, c'est que par exemple System, je sais pas comment tu le rentres sur leur démo de ChatGPT. Ah non, mais là, en fait, tu n'as même pas besoin de le spécifier. Même tu peux le mettre textuellement. Voilà, mais ça marchait déjà avec GPT, C'est avec ça. la version Turbo 3.5. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux lui dire, bah, étais un bot et tu es chargé enfin, t'es spécialisé dans tel truc. Et après, en fait, tu lui donnes un contexte. Et même après, on peut chaîner des choses, quoi, en fait. Mais comme disait tout à l'heure, euh, par rapport en fait aux choses qu'on lui demande, on ne peut pas encore faire vraiment la différence entre si est-ce que le modèle 3 Turbo et le modèle 4, il y a des grosses différences sur certaines requêtes, certaines choses que tu lui demandes. Par contre, sur tout ce qui est raisonnement, en fait, avant, tu lui posais des choses qui pouvaient être triviales pour un enfant, mais il n'arrivait pas en fait à comprendre la logique d'un problème, par exemple. Et maintenant, en fait, moi, donc à une époque, lorsque j'ai débuté, j'avais fait un site de féru de maths et le mec, donc ça s'appelle geofund.fr et c'est que des problèmes mathématiques.
Et dessus, en fait, il y a même des problèmes qui sont pas résolus. Et donc, je lui ai posé en fait la question à GPT-4. Donc, pour les problèmes qui n'étaient pas résolus, c'était par exemple des conjectures. Moi, je connais que dans la maths, hein, j'avais que 3 de moyenne de toute ma scolarité. Il est pas, là, il a eu un blocage en me disant, ben non, en fait, moi, j'arrive pas à résoudre le problème. Par contre, j'ai pris tous les autres problèmes qui avaient le problème du mois, parce qu'il continue, en fait, le mec, depuis 15 ans, en fait, de mettre des nouveaux problèmes tous les mois. J'ai pris le problème, je lui ai posé à GPT-4 et il est arrivé, en fait, à trouver les réponses. Donc, ce qu'il ne pouvait pas faire avec la version 3.5, même turbo, ces raisonnements, là, avec GPT-4, j'ai l'impression que ça s'est pas mal amélioré, quoi. Et c'est vrai que c'est un très bon point. Moi, j'ai fait un tweet de comparaison. Donc là, le tweet, je pense qu'il a été vu 500 000 fois. Et en fait, c'était génial parce que tout le monde me faisait des retours. Est-ce que tu l'as testé sur E égale MC2? Teste sur des Mm. choses beaucoup plus compliquées. Donc, je contacte l'ancien. Je dis, moi, j'ai fait classe préparatoire, maths sup, maths p. Donc, ok, je vais le tester là-dessus. Donc, j'ai dû transformer, comme on n'a pas les images, comment on peut mettre les énoncés. Je me suis amusé à transformer en Markdown les Ah ouais. différentes équations. Et je lui ai balancé des problèmes assez compliqués, maths sup, maths p. Il trouvait systématiquement les bonnes réponses. Mm. Je pense. Et là, vous prenez la version 3, elle essaie même pas. Hein. Non. Non, je suis Non, mais incapable de non. faire ça. Non, mais là, ils ont fait des gros progrès là-dessus, hein, sur tout ce qui est science, je dirais au-dessus du bac. Parce qu'ils les ont entraînés, ils l'ont dit, hein, ils ont entraîné sur des annales, des choses qui sont vraiment au niveau universitaire, qu'il n'y avait pas avant. Par Oui, mais contre, où même, je suis déçu, c'est que j'ai l'impression qu'il imite. Ça veut dire qu'il recopie parfaitement Mm. des réponses qu'il a bien Mm. mémorisées. Voilà, exactement. Et ça, comme j'ai pas les livres sur lesquels ça a été entraîné, on peut pas vérifier en fait. Mm. Et c'est ah là non, l'importance d'avoir quels sont les jeux d'entraînement. Et il y a quelqu'un qui a reconnu un problème qui lui avait été posé au bac il y a plus de 20 ans. Donc, moi, je m'interroge vraiment sur quelles données ont servi pour l'entraînement. ah, mais je pense que les annales et tout ça, en fait, Ah oui, ils sont passés de. je pense que même, par exemple, là, en fait, pour passer l'examen de Google, pour les Mm. ads, etc., pour avoir la certification, je suis certain que tu prends n'importe quoi, tu prends le GPT-4, tu mets le test et tu le fais en temps réel, il va répondre à toutes les questions. Et ça, Oui, parce qu'il a incurgité ça. Le Oui, oui. problème, c'est qu'il n'a pas incurgité tout. Ils ont donné ça pour faire leur démo. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu quelque part. C'est qu'ils ont donné ça pour montrer qu'ils pouvaient passer ce certificat. Mais sur un autre certificat qui serait ignoré de ça, est-ce qu'il pourrait passer? Je pense que oui. Et en fait, c'est la problématique que j'ai. Moi, je ne suis pas data scientist. Donc, du coup, je ne sais pas comment c'est fait derrière. Mais j'ai l'impression que même ceux l'ont fabriqué, ce GPT-4, ils ne savent plus du tout comment ça fait. Parce qu'il y a vraiment un raisonnement voilà, un raisonnement. C'est-à-dire que tu vas lui donner deux informations qui vont être qui vont être complètement décorrélées et tu vas lui demander en fait de trouver une jonction entre ces deux sujets. Et il va systématiquement te donner quelque chose qui va tenir la route. Et pourtant, ce n'est pas des choses qui connaît en l'état. Par exemple, donc au Summer Camp, ce que j'avais dit, ben, tiens, c'est si je faisais un site qui parle de pastis et de boules, tu vois. C'est des choses qui sont, enfin, qui ont peut-être pas été faites. Puis après, je dis, tiens, en fait, si je disais que je fabriquais aussi des terrains de boules, tu vois. Et à partir de ça, il a été capable de me construire, en fait, des contenus qui étaient cohérents, tout en liant les choses entre elles. Et là, on ne parlait pas de GPT-4 à cette époque-là. On était encore à GPT-3. Je pense qu'en fait, il y a fait déjà sur GPT-4, je pense qu'ils ont mis beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé de l'audio il y a Whisper. En réalité, ils l'ont sorti il y a 2 semaines, Mm. Whisper. Oui. Pourtant, en fait, avec GPT-4, ben, on sait que c'est directement intégré dedans, quoi. Ah oui, Pour mais moi, c'était intégré depuis longtemps. Hein. Entre le mot. ouais, Ils l'ont mais d'abord utilisé pour eux avant de Mm. l'open sourcer. ouais, ouais, mais du coup, pour l'histoire des mathématiques, pour moi, c'est ça. C'est que là, en fait, ils ont mis ChatGPT en mettant le minimum pour que ce soit à la base juste textuel. Puis après, en fait, ils rajoutent les briques qui sont à côté. Donc, tout ce qui est les textuels, l'image,
le son et donc la partie mathématique aussi. Parce que il y a peut-être deux, En, trois semaines, en fait, il était nul en maths. Et là, du coup, en fait, on Mm. voit qu'il y a une en, amélioration. En fait, moi, je pense que leur objectif principal, on le voit sur cette nouvelle version, c'est que GPT-4 est très doué en programmation. Ah, Je vais même vous confier, je l'utilise tout le temps maintenant, tellement que ça me fait gagner du temps. Pourtant, je sais programmer en Python, en R. Et en fait, ce qui se passait, avant, comme il était nul en maths, les algorithmes qu'il était capable de générer, ils n'étaient pas du tout optimisés. C'était tout le temps des boucles forts, etc. Il n'utilisait pas des fonctions complexes. On ne va pas rentrer dans les détails. Et maintenant, avec la nouvelle version, il tape dans le mille, il calcule presque la complexité algorithmique, il dit il faut plutôt tel algo pour accélérer le calcul. Et ça, c'est un véritable bonheur pour les développeurs. Donc, effectivement, il y en a plein qui, pareil, sur Twitter, ils m'ont dit c'est pas ça la programmation, c'est pas donner l'instruction. Mais souvent, on a un existant et maintenant, on peut même lui confier l'existant parce que la data forcément, technique. le prompt a fortement augmenté et le nombre de tokens en entrée et il est capable d'optimiser les programmes, il est capable d'ajouter la documentation, il est capable de les corriger, il est capable de trouver les bugs et ça, c'est une énorme innovation. Et je pense que GitHub Copilot, déjà que c'était un bijou avant, Mm. bah, je l'imagine même pas avec GPT-4. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est le fait qu'ils puissent modifier le code et le corriger. Hmm. Ce qu'il faisait pas Ah avant. oui, C'est-à-dire que voilà, tu lui demandais, voilà, crée-moi un script qui fait ça, ça, ça. Et il le faisait. Mais maintenant, tu peux lui dire, bah voilà, il y a telle erreur. Tu rentres le code d'erreur, il va te le corriger, le code. Il te manque une librairie, il va te la trouver, etc. Tu veux rajouter encore une autre fonction, il va te le trouver par rapport à avant. Ça, je trouve ça formidable pour les développeurs. Et c'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'améliorer le côté mathématique, parce que voilà, l'algorithmie, c'est pas de la magie, quoi. Derrière, Mm. c'est des maths. Mm. Pascal, t'as pas Oui, beaucoup oui, entendu, vas-y. c'est ce que tu disais, mais en fait, moi, ça faisait déjà quelques mois, hein, au minimum quelques semaines, que j'utilise comme assistant, effectivement, pour débugger. Hein, je vais passer du temps à chercher sur des fois des petites bêtises. Tu pouvais déjà lui balancer, alors pas des fonctions de 10 000 lignes, mais tu peux déjà lui balancer 200-300 lignes de code et lui demander de corriger Mm. ou d'optimiser aussi. Ton script. Hein, donc ça, c'est vraiment un plus. Et quand on parle d'assistant, en fait, je crois que vraiment, ça doit servir à ça, en fait, toutes ces technos. Hein. Ça doit vraiment nous aider à aller plus vite et à optimiser le temps qu'on passe à faire les choses, quoi. Donc, oui, et puis même le truc de fou, c'est que moi je suis nul en prog, hein, mais on peut même lui dire, parce que parfois en fait on trouve un bout de code qu'on se dit, tiens, bah, tiens ça marcherait bien si je le mettais dans mon appli, mais en fait c'est pas le même langage. Et du coup, en fait, là, tu peux lui dire, tiens, en fait, tu vas prendre ce bout de code et tu vas me le transcrire oui, dans ouais. un autre langage. Et en fait, j'ai testé, puis en fait, ça fonctionne. Par exemple, moi, je suis nul en Python, du coup, lui dis, par contre, lui, il est très bon, donc du coup, je lui dis de me sortir le truc en Python, puis après, une fois qu'il a fait le truc Python, je lui dis, ah, bah, maintenant, tu vas me transcrire ça en PHP. Et du coup, il refait le code en PHP. Et je trouve que c'est assez fou parce que c'était vraiment en fait des barrières que j'avais, moi, en tout cas, et sur lequel, du coup, je peux récupérer un bout de code et puis l'adapter par rapport à ce que j'ai besoin. Le plus bluffant que j'ai vu, c'était avant-hier, quelqu'un qui a recréé le jeu Doom Mm. Mm. avec En GPT-4. 3D. Et d'abord, il l'a fait en 2D, puis il l'a demandé en 3D, et Mm. puis tout s'est Oui. adapté, et le jeu fonctionne parfaitement. Alors, c'est sûr, c'est pas aussi élaboré, puisqu'il ne voulait pas passer son après-midi là-dessus, mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est un exploit algorithmique hors du commun. Juste avec quelques prompts, générer Mm. un jeu en 3D. Mm. Euh, Complètement. Et en plus, maintenant, si on imagine que cette technologie de GPT-4, tu vas faire générer une image avec Midjourney, par exemple. Parce que pour l'instant, en fait, par rapport à Dali, il sort des meilleures images. Euh, mm. à partir de ça, tu peux faire ton modèle 3D et puis après, en fait, le faire rendre sur Unreal Engine. Et du coup, tu peux carrément faire un jeu, mais en 3D, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, je ne me rappelle plus. J'ai dû retweeter le truc, mais il a montré tout le process. Donc, en partant de ChatGPT pour lui demander en fait même les prompts pour pouvoir générer l'image du personnage,
et de pouvoir le mapper après sur son modèle, quoi. Et je trouvais que c'est assez fou parce que ça, c'est des choses qui avant demandaient beaucoup de temps, c'est-à-dire déjà en réflexion. Et là, avec GPT-4, on lui pose une chose à faire et lui, il nous fait des suggestions directement ça va vraiment beaucoup plus vite, quoi. Bah, justement, je voulais rebondir là-dessus pour vous demander votre avis sur GPT-4. Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à GPT 3.5 ou les autres versions dans la recherche, le développement et la génération d'applications en dehors du SEO? Parce que là, on générait des contenus, etc. Mais là, je pense qu'avec GPT-4, on peut développer des applications qui vont aller bien au-delà du simple SEO, etc. Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous avez des idées de développement d'applications qui pourraient être... Il y a beaucoup de choses hein, là-dessus. Vas-y, Pascal. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors moi, j'avais pris quelques notes hein, parce que j'ai essayé aujourd'hui d'y réfléchir un peu parce que pour moi, finalement, c'est à quoi servent ces technologies au-delà de les tester, de savoir que le texte est sémantiquement plus ceci ou Mm. moins cela. Il y a beaucoup de choses qui vont être liées, à mon sens, à tout ce qui est recommandation. Donc, c'est vraiment, je balance quelque chose et on me recommande en fait des actions. Hein. Donc, il y a quelques exemples qu'on a vu passer. Hein. Il y a la cuisine. Hein. Tu prends en photo ton frigo et tu lui dis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Mm. Il y a des choses qui peuvent être liées à tout ce qui est déco. Hein. Tu lui envoies la photo de ton salon moche et tu lui demandes ce que tu pourrais rajouter pour qu'il soit plus sympa. Euh, Après, il y avait quelques trucs intéressants. Tu pourrais lui envoyer, par exemple, le screenshot d'une page web et lui demander d'améliorer l'UX. C'est-à-dire, en quoi je pourrais améliorer la conversion sur cette page-là. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Alors, évidemment, il y a toute la partie classement. Hein. Tu pourrais lui balancer, en fait, tout un tas d'images et lui demander de les classer dans des catégories de manière très simple. Alors évidemment, c'est des technos qui existent aujourd'hui, mais qui sont pas aussi pointus. Et avec l'IA, je pense qu'on pourrait obtenir des résultats bien meilleurs et surtout avec une mise en place, en fait, pour ce type d'application qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus rapide. Hein, dès qu'on aura une API ChatGPT 4, Mm. Ce que il j'attends, sera moi. très simple de lui envoyer une image et d'obtenir quelque chose. Tu lui dis, voilà, j'ai mes 30 catégories de photos sur mon poste. Voilà les images, indique-moi dans quelle catégorie je dois les ranger, par exemple. Mais voilà, alors évidemment, on en a parlé tout à l'heure, il y a toute la partie accessibilité hein, pour les personnes malvoyantes en particulier, mais de manière globale, je pense, dans beaucoup d'endroits, hein, que ce soit du web ou de l'appli mobile. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté encore? Tout ce qui peut être service client. Aujourd'hui, tu pourrais balancer en fait une capture d'écran d'un bug ou d'un problème pour un utilisateur et avoir des réponses un petit peu automatisées sur les solutions que peut apporter le service client. Euh, voilà, bon, sur des trucs un petit peu plus marrants, en fait, tu pourrais mélanger un petit peu tout ce qui est génération de contenu, génération d'images, génération de texte et lui faire, par exemple, raconter des histoires à partir d'une série de photos ou ce genre de choses. Donc voilà, moi j'ai noté un petit peu tout ça. Alors c'est les premières réflexions que Mm. j'ai là comme ça, mais il y a énormément de choses à faire sur cet input image en fait. Hein. Mm. Laurent, Vincent, vous Moi, vouliez... moi, je veux bien parler, je vais devoir y aller malheureusement. Vas-y. Ce que je voulais te dire, c'est peut-être le plus gros use case, c'est ce qu'on appelle l'ultra-personnalisation du contenu. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on offre à peu près le même contenu à tous les utilisateurs. Pourtant, il y en a qui sont pressés. Donc maintenant, avec un GPT-4, bah, on peut lui dire, OK, tu as combien de temps? Tu as 10 secondes, voici un résumé de 10 secondes. Tu as 30 secondes, voici secondes. On peut l'ultra personnaliser en fonction des personas. Est-ce que le site Wikipédia, il faut l'adapter pour un enfant, il faut l'adapter pour une personne âgée, il faut l'adapter pour quelqu'un de très scientifique. Et donc, après, j'ai réfléchi, mais au-delà d'ultra personnaliser le contenu, on peut ultra personnaliser Internet. Et on va avoir presque des Internets qui vont s'adapter en fait à ce qu'on est, à ce qu'on veut, à ses goûts. Et c'est vrai que là, ça va être une révolution. Moi, ce que je me pose comme question, peut-être terminer là-dessus avant de partir, c'est qu'est-ce qui va rester?
Qu'est-ce qui va rester après la sortie d'un GPT-4? Clairement, tous les contenus froids, les contenus evergreen, le moteur va répondre. Il n'y aura plus besoin d'aller, si on cherche une date de naissance, si on cherche une information, il n'y aura plus besoin d'aller sur un site internet. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, et j'écouterai quand même votre avis là-dessus, c'est pour moi, ce qui reste, c'est les sites e-commerce, c'est les sites qui vendent des services, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui risquent de disparaître. Et je pense que c'est pour ça que Google s'inquiète pas de vendre une API à 1 million de caractères pour $1. Ça annonce un énorme nettoyage. C'est sûr. Bah, Ah, mais c'est pour eux, complètement. hein. Non, mais déjà, en fait, Google, il indexe déjà moins de choses. Mm. Tout le monde a remarqué qu'il donnait en plus des informations en fait, directement. Et là, pourquoi en fait, sur les guidelines, ils ont changé leur fusil d'épaule en disant ouais, le contenu généré par AI, maintenant c'est bon. Forcément, ils viennent de sortir un outil pour faire exactement ça. Mais ouais, mais tu as raison, en fait, l'hyper-personnalisation. Presque, en fait, moi, je me posais la question des assistants, en fait, comme Alexa et Google Home, Siri. euh, Ça a été des échecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, tout ce qu'on fait depuis le début, c'est d'avoir une interface homme-machine qui soit simple. Et vraiment, en fait, le vocal, c'est la porte d'entrée qui est facile. Sauf que, en fait, lorsque tu posais une question à Alexa ou à Siri, chaque fois, il te répondait à côté. Là, déjà, en fait, tu as une conversation sur lequel, lorsque tu discutes justement avec ChatGPT, tu as une discussion qui est fluide. Et à un moment donné, en fait, lui, il va pouvoir se connecter à des informations qui vont être les plus pertinentes. Comme je parlais tout à l'heure de Google avec son Google même, et d'aller se connecter sur l'information la plus fiable, peut-être que ça va être aussi ça, en fait, la nouvelle façon d'aller chercher du contenu. Pas forcément d'aller sur Google, ça va être de dire, tiens, en fait, j'ai une assistante personnelle, je lui pose la question et lui, il va aller se connecter à l'interface experte du domaine. Par exemple, si je veux faire du codage, bah, peut-être que je vais plus aller sur Stack Overflow pour trouver ma problématique. Et lui, il va directement en fait, me donner l'information et de me dire à quel endroit en fait, je vais trouver mon contenu. Mais regarde les statistiques de Stack Overflow, depuis la sortie des chatbots, ça pique, hein. Ah ouais, Les gens, ils ont directement la réponse. Donc, oui, pourquoi aller chercher? c'est ça. Ben, justement, ça implique ce que tu disais tout à l'heure. C'est quelle est la rémunération de ces gens qui ont fait tout ce travail d'aide gratuitement, mais pour lequel ils doivent être crédités, quoi. Exactement. Ok, bah, moi, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. En Non, tout cas, un bah, bien grand sûr, merci Vincent, pour. un grand merci à toi, hein, d'avoir participé Ouais, à ce. c'était hyper Franchement, intéressant c'était et hyper intéressant. Et puis, voilà, on aura d'autres occasions, hein, de reparler, évidemment, hein, quand tout ça va avancer. Moi, j'attends avec impatience d'avoir accès à l'API. ouais, moi aussi. Ok. Très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, Salut. Vincent. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Merci. On va continuer à 3. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Juste, bah, peut-être répondre. Il y a quelques messages dans le chat, donc juste répondre à ces messages, hein, pour terminer. Euh, il y a quelqu'un qui nous passe, qui nous demande quel impact environnemental possède Tech. Est-ce du toujours plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? C'est-à-dire environnemental, la Ouais, je consommation. pense, ouais, voilà. Protection des serveurs, je sais pas, ce genre de choses, pas plus ou moins que ce qui existe actuellement. Enfin, je crois pas. Non. Après, je suis peut-être pas bien placé pour. Oui, Ouais, en fait, enfin, je n'ai pas trop d'avis là sur la question, mais ils avaient parlé à un moment donné que GPT-4 devait être plus économe en électricité que GPT-3. Donc, je sais pas. oui, complètement. En fait, le truc, c'est il y a un organisme qui s'appelle l'IAE, je crois, et qui vérifie en fait la consommation en fait des data centers. Et c'est un peu ça en fait qu'il faut vérifier parce que ok, il y a eu le Shift Project qui disait ouais ça consomme enfin les vidéos, envoyer un mail, etc. Ça consomme. Puis après ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés d'une virgule. Et ça change tout. Ah C'est-à-dire oui, que 10 fois d'accord. moins,
10 fois moins que. Donc, du coup, en fait, les appareils qu'on utilise, ils ne consomment pas tant que ça. Et les data centers, en fait, lorsqu'on regarde leur consommation, malgré qu'il y ait beaucoup plus de gens qui regardent des vidéos, mais c'est de la fibre maintenant. Avant, tu téléchargeais un fichier, donc avec la DSL ou avec ça passait par du cuivre, et en fait, tu laissais ton ordinateur beaucoup plus longtemps allumé. Mm. Donc, aujourd'hui, il tourne de la même manière, hein, ton ordinateur. Sauf que, en fait, l'information, tu l'avais en plusieurs jours, alors que maintenant, tu l'as en 1 minute. Mm. Tu vois? Donc, en réalité, tu n'as pas consommé beaucoup tout ce temps-là avec ton ordinateur. Tu ne l'as pas laissé allumer 3 jours. Juste en 1 minute, en fait, tu as pu télécharger Oh, ton contenu. ouais, Et t'as raison. En fait, c'est pas une question de c'est que le tuyau, gigaoctets ou de gigabits c'est ça. téléchargés. C'est une La question de temps consommation, de consommation. Voilà. ouais, la consommation, en fait, lui, le truc, il est alimenté. Mm. Avant, en fait, on avait des disques durs c'était des disques avec des têtes de lecture et un moteur qui faisait tourner les plateaux. Aujourd'hui, en fait, on a du SSD. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, il n'y a plus de mécanique. Donc, en consommation, ça doit consommer moins, même si on est d'accord, hein, tous ces data centers, ça consomme. Mm. Ça consomme beaucoup, mais il n'y a pas plus de consommation que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que lorsque tu regardes la consommation des data centers, c'est resté stable, malgré qu'il y a beaucoup plus de data qui transitent. Et c'est plutôt ça, en fait, qu'il faut regarder. Après, on va te dire, oui, mais la fabrication de l'ordinateur, etc. Mais bon, en fait, on les fabriquait déjà, les choses. Là, pareil, on dit, tiens, en 2035, on arrête la voiture thermique. Mm. OK, qu'est-ce qu'on fait des voitures thermiques? Il va falloir les traiter. Et du coup, en fait, comment on renouvelle tout le parc en voiture électrique? Il va falloir que tout le monde ait une prise. Imagine qu'aujourd'hui, en fait, on a le problème de se dire comme on a moins de centrales nucléaires, bah, du coup, il y en a qui vont plus avoir d'électricité. Il y a des régions qui vont plus avoir d'électricité. Imagine demain, tout le monde est en voiture électrique. Comment on fait? Mm. Moi, il y avait justement un truc qui m'était passé par l'esprit, c'est que quand même, tu fais une réunion Zoom, comme là on fait. Hmm. Et puis, on devait se réunir, nous trois, puis on était filmé avec par une caméra. On aurait consommé quoi à se réunir? Prendre nos voitures, se réunir au même endroit, etc. Je pense qu'on aurait eu un bilan carbone beaucoup plus important. Ah, complètement, complètement. Moi, je prends jamais ma voiture. Je travaille en ligne, mais tous mes clients, en fait, ça se fait à distance. Je me déplace. Donc toujours plus, mais aussi toujours moins d'un autre côté. Et c'est ce qu'on pense jamais, quoi. C'est ça, c'est Parce pareil que le chauffage, la climatisation. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une climatisation dans un bureau et que tout le monde vienne au bureau? Mais bon, du coup, ils vont utiliser chacun leur voiture aller-retour. Mm. Ou ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils restent chez eux, qu'ils vont peut-être moins chauffer parce que du coup, si tu es tout seul dans la pièce, bah, tu vas chauffer que dans la pièce où tu es et pas le reste. C'est, euh, euh, il faut faire attention, mais il ne faut pas être dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre. De dire, tiens, en fait, on va être tout green et du coup, en fait, il faut qu'on arrête toute consommation. Parce qu'en réalité, je pense que les modes, et je pense qu'on l'a vu pendant la période Covid où tout le monde était chez soi, ben en fait, la consommation, elle n'a pas tant augmenté que ça. Et justement, en fait, elle a baissé par rapport à l'empreinte carbone, puisque les gens ne prenaient plus la voiture pour aller au travail. Et puis, tu peux avoir des aberrations. Par exemple, moi, je suis à Marseille, il y en a qui sont à Aix, et il y a des gens qui habitent à Aix, qui viennent travailler à Marseille, et des gens qui sont à Marseille qui vont travailler à Aix. Ouais. Tu vois? Donc, tous les jours, c'est de la consommation de carburant, alors que, en fait, tu vois, si il y avait des modes comme ça de télétravail, ben, ça réglerait déjà au moins cette pollution, en tout cas véhicule. Mais après, la consommation de data center, etc., pour moi, en fait, elle est restée stable et c'est ça qu'il faut vérifier. Qu'avec les nouveaux usages donc, de GPT-4 et enfin, tous les trucs génératifs, etc., de voir si la consommation elle a augmenté par rapport à ça. Pascal, tu as un avis là-dessus Bah oui, non, mais c'est ce que j'ai dit dès le début. Hein, je suis pas sûr qu'effectivement on ait plus de consommation dès lors que on change d'usage en fait. On va changer d'outil, on va changer sa manière de chercher, de trouver.
de réfléchir, je sais pas, de travailler. Donc voilà, je pense que personne ici ne peut dire si on va plus. Mais je suis complètement d'accord avec Jessie. Parfois, on pense que tout va nous amener à consommer toujours plus. Mais en vérité, il s'avère que, comme tu l'as bien décrit, les usages font qu'en fait, on consomme moins. En fait, hein. Moi, je pense que c'est ça. On compte le plus, mais on compte jamais le moins. Donc voilà, ça consomme de l'énergie, les data centers, mais ça évite d'autres choses. Donc voilà, à un moment donné, il faudrait faire le plus et le moins, quoi. Il y a une autre question que je voudrais vous soumettre. On nous dit qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, que GPT-4, et puis même les autres versions d'avant, étaient neutres. Hein, neutres, ni de gauche ni de droite. Par contre, on nous indique que, par contre, il y a des blocages. Par exemple, ça parle pas de sexe, ça parle pas de drogue. Est-ce que vous Non, avez non, un avis là-dessus? mais ça, en fait, il y a un filtre. Je crois qu'à un moment donné, il était désactivable, Hmm. ce filtre. Oui, mais il répond Euh, plus. Maintenant, non. Voilà. Maintenant, clairement, en fait, ils ont dit, bah, il y a certains sujets sur lesquels, en fait, on va bloquer. Donc, ce qu'on parlait par rapport à créer une bombe, etc. Donc, du coup, ils ont fait de la modération a priori, Hmm. parce qu'en plus, ils savent que tous les gouvernements vont leur tomber dessus par rapport à ça. Hmm. De se dire, tiens, en fait, si les gens sont capables de sortir ce genre d'informations avec l'intelligence artificielle, bah, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Parce que les gens peuvent écrire n'importe quoi, faire des choses qui vont être hyper dangereuses. Hmm. Pareil pour ce qu'on parlait par rapport à la santé, etc. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait des garde-fous. Bah, Mais ouais, 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 mais le truc où je rejoins un petit peu le message, et puis je vais aller un petit peu plus loin, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont de toute façon illégales. Par exemple, pour fabriquer une bombe, complètement. la drogue, etc., ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas forcément illégales. Par exemple, parler de sexe, parler, Oui, ça passe dans l'éducation et du coup, parler de il politique. Il ne veut pas de politique non plus. ouais, ouais, Et ça, pourtant, ah, et pourtant ça- c'est ça- ça- c'est deux domaines qui ne sont pas du tout illégaux. non, mais ça s'explique parce qu'il y a eu le problème de Cambridge Analytica. Hmm. En fait, du coup, tu avais des audiences qui étaient hyper ciblées et sur lesquelles, en fait, on déversait du contenu qui était hyper ciblé. Là, imagine, en fait, tu représentes un parti et que tu as certaines doctrines. En fait, tu peux l'orienter sur un certain type de cible. Parce qu'en réalité, c'est ça. Lorsqu'on fait du marketing, c'est ça qu'on fait. Hmm, Tu fais hmm. du C'est contenu pour pour ça. pouvoir atteindre une certaine cible. Et là, si du coup, si en fait GPT-4 peut parler de politique, tu vois, ben ça peut permettre d'orienter en fait les contenus qui vont être publiés en masse euh, pour, euh, pour aller dire que telle chose, c'est bien. Alors que peut-être c'est Voilà. pas du tout bien lorsque tu vas faire une analyse scientifique, etc. Mais pareil, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que ce qui est visible. Donc, si statistiquement, quelque chose qui est faux, par exemple, moi, j'arrête pas de sortir la Terre est plate, voilà, c'est un truc Hmm. complotiste. Mais si en fait, il y a beaucoup de gens qui publient euh, des contenus comme ça qui sont euh, au-delà de ce qui est la vérité, enfin, qui est une vérité scientifique, ben, là, statistiquement, cette fausse information, elle peut remonter. Donc, Mais pareil pour ouais, ouais, mais tu crois que GPT-4 va être responsable de ça? Ça existe déjà. C'est un GPT-4, quoi. Ah oui, non, mais ça peut Les être. contenus complotistes. Donc Ouais, non, quelqu'un mais qui veut faire ce contenu, il le fait, hein, de toute façon, ça, ça- avec ou ça sans peut... GPT-4. Hein. Oh oui, non, ça peut être amplifié, en fait. Ils veulent, Je reviens parce que j'ai plus de batterie, il faut que je charge. Ouais. ils Vas-y, veulent Pascal. éviter les problèmes de droit déjà. Mm. Ils veulent éviter de se faire attaquer, hein, et on sait à quel point les Américains peuvent facilement déclencher des procédures. Donc je pense qu'il y a déjà ce premier sujet. Et d'autre part, comme ils ont mis à disposition une API par rapport à leurs outils, tu pourrais en fait bombarder en masse et faire de la désinformation grâce à des outils comme le leur. Donc j'allais te dire, c'est presque l'API qui ouvre la porte Mm. à faire de la fake news de masse. Effectivement, chacun peut toujours faire dire n'importe quoi à ChatGPT, le copier-coller dans son Twitter ou dans son réseau social. Mm. Par contre, dès l'instant où tu as une API, tu pourrais effectivement balancer des messages haineux avec 100 000 comptes en quelques secondes. Donc, Ouais, mais après, bah, il y a toujours la reconnaissance du truc, quoi. Je veux dire, ça n'a jamais empêché. Tu prends le site, là, comment c'est, là, le journal qui a été racheté, la France, je sais plus quoi, là.
C'était quoi? C'est François, là, ou c'était ça, qui a été racheté, là, qui était un ancien journal, et maintenant c'est un truc complotiste, quoi. Et donc, bah, ils n'ont pas attendu ChatGPT 4 pour raconter n'importe quoi. Ah non, mais Ah non? c'est sous leur responsabilité, si tu veux. Hmm. Le truc, c'est qu'en effet, avec une API, tu pourrais faire dire n'importe quoi à des millions de gens, des fausses personnes. Oui, Euh, alors justement, je voulais revenir là-dessus, c'est que tu es quand même responsable. C'est bien pas parce sûr. que tu as utilisé ChatGPT ou GPT-4 ou peu importe la technologie que tu n'es pas responsable de ce que tu publies, hein. Oui, mais Ah, je mais pense. moi, je suis d'accord. C'est l'usage en fait qui, en Mm. effet qui est pénalisable. Pas forcément ce que sort l'outil, parce qu'en fait tu as une calculatrice, tu dis 1 plus 1 et il va te répondre 2, mais c'est juste un outil. Mm. Donc là c'est la même chose. En fait, ok, il génère du contenu, mais c'est l'utilisation en fait qui va faire que c'est répréhensible ou pas. Mm. Oui, mais il y a l'utilisation et il y a aussi ce qu'il te répond. Si il te répond des choses choquantes, en tout cas, comme je disais juste avant, il pourrait aussi se retrouver face à des centaines, voire des milliers de procédures en disant oui, ce qu'il m'a dit, ça m'a choqué. Voilà. Donc il y a aussi ce côté je me protège en fait Mm. de toute action, Oui. en tout cas au Oui, maximum. oui, Action. parce que nous, en fait, on utilise ChatGPT au niveau d'éditeur de site, hein, je dirais, avant de publication, donc Bien on peut le sûr. vérifier. Par contre, effectivement, si c'est utilisé sur Bing, où là, c'est ChatGPT est libre, et donc effectivement, si quelqu'un pose une question et puis qu'on lui raconte n'importe quoi, il va pouvoir se plaindre. C'est ça. Et surtout si c'est des propos un peu limites et qui correspondent pas aux valeurs en fait de celui qui les lit, quoi. Mm. Donc, Donc, bah, ChatGPT est bienséant, ou je sais pas. On avait une autre question. Oui, que ChatGPT Plus, avec l'expérimentation de GPT-4, était limité à 100 messages toutes les 4 heures. Est-ce que vous avez Ouais, c'est testé, ça. vous? Est-ce que vous avez... Bah moi, j'essaie de pas dépasser. Mais bon, 4 heures, ça va, sans message. En réalité, c'est d'arriver à faire des prompts qui soient assez explicites pour qu'ils nous sortent ce dont on a besoin. Après, ceux qui s'en plaignent, je pense que c'est ceux qui vont commencer à faire des automatisations. Mm. Du coup, en fait, tu envoies un prompt et puis du coup, tu récupères la sortie pour pouvoir les publier, etc., quoi. Donc, et si tu fais en masse que tu veux publier 1000 articles, c'est pas la solution de passer par, euh, par ChatGPT. Tu vas aller directement sur les API, quoi. Ouais. Donc oui, bah, je pense qu'on attend tous l'API en fait, hein, pour s'amuser avec, hein. Moi, le premier, quoi. Je pense que Pascal va être d'accord avec moi puisque lui, il est développeur aussi et puis il s'amuse bien avec OpenAI depuis que c'est sorti, quoi. On a une autre question. Donc on en revient au sujet d'avant. L'information devrait être libre. L'histoire, l'actualité, la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? On a un peu Euh, répondu déjà à cette question-là, mais... ouais, on a. Ouais, non, mais en réalité, c'est pas parce que lui, va pas pouvoir il va te bloquer en te disant non, je veux pas parler de ce truc-là, que toi, si en fait tu lui donnes en entrée les informations, il va pas pouvoir en parler. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et en réalité, toutes tes questions en fait, de prompt, il y a Ouais. des moyens enfin, en tout cas, avant, il y avait des moyens de le détourner. Maintenant, c'est un petit peu moins évident. Et on parlait de jailbreak, en fait, Hmm. de GPT-3. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y avait un prompt qui s'appelait Dan et en fait, qui faisait dire euh, d'abord un truc OK, tu es un assistant. Donc, la première réponse que tu vas me dire, c'est non, je peux pas. Puis après, en fait, tu vas oublier que tu m'as dit que tu pouvais pas. Et là, tu vas être hyper wild et tu vas te libérer et tu vas répondre quand même. Je fais un breaking news hein, à la BFM TV, les gars. Ouais, vas-y. À l'instant même, je viens de recevoir le mail qui. Bravo! Écoute, j'ai pas regardé, moi, je suis focus sur l'émission, donc peut-être que je l'ai On reçu. est premier en France, Ah, donc mais c'est du coup, super, ça, c'est super nouvelle. Tu vas me filer ton code API, si jamais, et puis Ah, je te c'est vrai. rembourserai. Ah, mais c'est super, ça, voilà.
Ouais, non, Mais c'est ça, vrai que donc on en. Moi, je l'ai fait 5 minutes après l'annonce, hein, donc bah, j'attends. pareil, hein. Voilà. Tu Non, mais sais, moi, je ne code pas, donc je m'en fous un petit peu. ouais. Mais là, là, par contre, en fait, la limitation en fait, qui est sur ChatGPT, enfin, sur GPT-4 via ChatGPT, c'est que il limite quand même en fait, la longueur de ton prompt Ouais, et ce qui te sort. Donc, du ouais, coup, en fait, il peut s'arrêter en plein milieu ouais, de ton ouais. code, Et etc. je l'ai testé, et j'ai vu ça. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir avoir l'API pour pouvoir, par exemple, faire un résumé de ce qu'il y a avant. Un gros Et texte. voilà, un gros texte pour pouvoir pouvoir continuer sur le même contexte, quoi. C'est ça qui m'intéresse, voilà. Et ça, je peux pas le faire sans API, quoi. Donc, Et c'est ça. Mais c'est exactement ce qu'ils ont montré tout à l'heure chez Microsoft, hein. mm, C'est en fait, ouais, ouais, alors c'est assez fou, c'est que carrément en fait, tu peux lui dire, tu peux lui donner un contexte et lui dire, tiens en fait, j'ai ce PDF et ce doc sur lequel fait, tu peux avoir des trucs beaucoup plus longs sur lequel te baser et lui automatiquement, à partir du moment où il charge le contenu, il commence à en faire un résumé. Et après, en fait, tu peux lui demander n'importe quoi comme question qui est à l'intérieur. mm, Donc, en réalité, par exemple, pour un support technique, parce que moi, j'avais bossé pour le prototypage du site FreePro, j'aurais eu ce genre de choses. En fait, au moment où je travaillais sur ce site-là, ben, en fait, ça aurait accéléré en fait, la création en fait, de FAQ. Parce que du coup, en fait, tu as exactement les questions qui mm, sont posées par les gens et directement, tu peux sortir des réponses au fur et à mesure. Et ça, du coup, tu peux remplir ta FAQ comme ça. Les gens ils vont te poser des questions que toi, tu n'as jamais pensé. Mais par contre, comme la documentation, en fait, elle couvre toutes les fonctionnalités de ton service, ben, pour tout ce qui va être support client, c'est vraiment génial, quoi, parce que on arrive parce qu'il peut donc donner des informations, mais après, il peut les compléter sur sa base de connaissances qu'il a aussi, de son côté. tout à fait. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que vous savez que moi, j'aime bien rester sur 1 heure dans mon format. Là, on est déjà à 1 heure et demie. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et on fera d'autres émissions, hein, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, les semaines d'après, où Ah, on moi, va je dis tous avoir Java. travaillé bien sur l'API. Bon, je crois qu'il y en a un qui va être pressé de Bah, voilà, raccrocher c'est pour ça, et de partir sur je veux laisser partir, mais sur- programmer, puis si ça se trouve, moi j'ai le même mail, donc je vais regarder. Mais voilà, on va se retrouver dans les semaines à venir, hein, si vous le souhaitez, hein, comme je vous l'avais dit, hein, moi c'est on se réunit, on parle, machin, tribidule. Là, c'était vraiment le premier debrief 3 jours après la sortie de GPT-4, un premier avis. Et je pense on a quand même bien parlé et bien fait un débat sympa, quoi. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous voulez faire un mot de la fin? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, moi non, en fait. Si vous Ben, avez une merci. promo, même, allez-y, hein. Si vous avez une promo pour votre outil, votre formation ou ce que vous voulez, hein, allez-y, c'est libre hein, ici. Moi, je dis juste voilà, que on attendait ça avec impatience depuis un petit moment. Et donc là, on en aura encore dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Mais Mm. on est parti sur une ère en fait de kiff, de test et on est tous, je pense, ravis de faire partie de cet élan et puis de cette époque. Hein. Ouais. Voilà, on peut le dire. Mm. Laurent? Ouais, là, on est dans la science-fiction. On est dans Voilà. la science-fiction. Allez. C'est vraiment, et ça s'est passé style hier, en fait, parce il y a c'est inimaginable tout ce qu'on peut faire qu'on ne pensait même pas possible. Mm. Il y a même pas un an, en fait. Oui. Bah, Ouais, moi j'ai commencé en fait avec Jasper donc il y a 2 ans. Donc pour tout ce qui est les prompts, etc. Enfin, ça fait un petit peu un moment que je jongle avec ça. Mais là, c'est ce qui arrive et les fonctionnalités qui vont être intégrées. Et maintenant, en fait, ben, on voit que c'est vraiment mainstream. Avant, c'était quand même. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait ces outils-là. Et là, depuis 3 mois, mm. c'est c'est connu du grand public, quoi. Et à mon avis, ça va changer beaucoup de choses dans nos métiers, même donc pour Mm. le SEO, dans la manière dont on va aborder les contenus et dans la manière dont on va créer de nouvelles choses
qui avant étaient hors scope de ce qu'on faisait, quoi. Mm. Donc, tu parlais de pub, donc je vais pas parler de copywriting AI. Oui, Donc moi, vas-y. je fais toujours un petit peu de consulting SEO, mais surtout, en fait, j'essaye d'accompagner les entreprises pour qu'elles s'imprègnent de cette technologie, de savoir comment utiliser les prompts qui conviennent bien à leur communication. Mais là, pareil, c'est le métier qui est en train de changer. Et là, avec ce qu'a présenté Microsoft, je pense qu'il va falloir que je fasse encore un cran Un au-dessus, cran quoi. au-dessus. Et c'est pareil, Pascal, je crois que toi, tu as une boîte, une agence, hein, donc Ouais. est-ce que tes clients sont demandeurs d'IA déjà ou pas? J'allais te dire aujourd'hui, c'est 1 sur 10 qui m'en parle. Mm. Voilà. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas encore. Bon, je pense qu'ils sont 10 sur 10 à avoir entendu parler de ChatGPT. Par contre, il y en a encore très très peu qui imaginent le potentiel pour eux, soit en termes de création de contenu, soit en termes d'outils SaaS ou voilà, d'assistants, quoi, hein, globalement. Donc voilà, on m'en parle, mais plus pour me demander si du coup on peut créer du contenu moins cher. Voilà. Voilà, c'est ça aussi. Bon, ça, c'est une autre. Bon, avant tout, il faut penser qualité, penser tout ce qu'il faut. Voilà, c'est mon avis. Mais bon, après, chacun en discute. Voilà, moi, je veux dire, voilà, moi, je pense juste que j'ai créé. Je ne veux même pas citer le nom, hein, mais j'ai créé mon premier tool en février 2022. C'est-à-dire il y a un mois enfin un an et un mois. Et la progression qu'il y a eu depuis, j'en suis Ça estomaqué. arrive. Voilà. J'en suis pas de mon tool, hein, mais de ce que permet OpenAI, quoi. J'en suis estomaqué, quoi, de ce qu'a sorti, de la vitesse à laquelle ça va. Voilà. Bon, bah, Et je là, pense. vas-y, continue. Oui. Non, non, ouais, je pense que ça va être l'heure, les gars. Ouais. Donc, messieurs, merci beaucoup, hein. Franchement, vous avez été très sympa de répondre à mon invitation. Merci Le beaucoup. débat, je pense qu'il est vraiment impeccable et très intéressant. Au bout de 3 jours de la sortie de GPT-4, on a fait un peu le tour et on va se revoir, ne vous inquiétez pas. Et on va tous maintenant aller travailler un petit peu si on a les accès Voir les mails. API, etc. Et on va tous aller développer des trucs et des machins de ouf. Et puis on va se retrouver très bientôt et pour en rediscuter de tout ça. Merci beaucoup. Merci le chat. Merci à tous ceux qui ont été présents sur ce live. Et puis on vous redonne rendez-vous donc la semaine prochaine, jeudi prochain, 18h à 19h. Merci les amis. Merci à vous. Vraiment sympa. Merci à vous. À bientôt. Allez, à bientôt.